Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes des Canal Congo Télévision. À présent, c'est votre rubrique Regard extérieur. La série des essais des missiles de la Corée du Nord continue. Aujourd'hui, nous parlerons du 7e essai des missiles nucléaires de la Corée du Nord ainsi que de la menace des Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU. Sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis avec M. Moïse Moussangana, DG de CKTV, Canal Kin Télévision. Il est journaliste qui s'intéresse de la politique extérieure. C'est avec lui que nous allons devoir discuter un peu au sujet des essais de missiles de la Corée du Nord. À présent, nous allons d'abord devoir regarder les images et on se retrouve tout juste après pour les commentaires et les analyses. Suivez. Il y a bien un sujet sur lequel les autorités nord-coréennes communiquent de façon spectaculaire. Le programme nucléaire. Alors le nucléaire nord-coréen représente-t-il une vraie menace ? Un essai d'une puissance de 10 kilotonnes, presque comparable au bombardement d'Hiroshima. Révélation hier des services américains, Pyongyang posséderait aujourd'hui jusqu'à une 60aine d'ogives nucléaires. Quelle portée pour leurs missiles ? C'est toute la question. Outre ses voisins, la Corée du Nord prétend pouvoir frapper l'île de Guam à 3200 km de Pyongyang. Selon les experts, c'est réaliste. Ils estiment même que les missiles nord-coréens pourraient avoir une portée de 9000 km et toucher l'ouest des États-Unis. De missiles intercontinentaux, c'est-à-dire à longue portée. S'il est monté à 3000 km d'altitude et a parcouru 1000 km en 47 minutes avant de tomber en mer du Japon. En cas d'attaque, quelle parade possible ? Les experts sont formels. Ce qui est très important, c'est de préciser aujourd'hui qu'il n'y a pas de système de défense antimissile fiable à 100% et qu'il n'est pas possible de garantir à 100% l'interception d'un missile nord-coréen. En cas de menace imminente, le plus simple serait d'attaquer la Corée du Nord en amont, mais cela représenterait de gros risques d'une riposte immédiate. Des dangers qui vont croissant et qui menacent tout ce que nous chérissons, tout ce qui nous est cher. Les extrémismes vont se renforçant et s'étendant dans toutes les régions de la planète. Les régimes violents représentés dans cet organisme non seulement soutiennent le terrorisme, mais terrorisent aussi leur propre population et les autres pays avec les armes les plus destructrices que l'humanité n'ait jamais connues. L'autorité et les pouvoirs autoritaires cherchent à détruire les valeurs, les systèmes et les alliances qui empêchaient les conflits et qui protégeaient le monde qui aspirait à la paix depuis la Seconde Guerre mondiale. Les réseaux internationaux criminels de trafic de drogue, d'armes, d'humains, qui ont forcé des migrations de masse, qui ont menacé nos frontières, qui menacent nos frontières et de nouvelles formes de migration qui exploitent la technologie pour menacer nos citoyens. Quelle analyse faites-vous par rapport d'abord aux images que nous venons de regarder ? Bon, je crois qu'il faut comprendre cette escalade qu'il y a entre la Corée du Nord et les États-Unis. Il faut comprendre ça en termes d'hégémonie, en termes d'hégémonie des États. Vous savez que la Corée du Nord est en train de vouloir se doter d'une arme nucléaire et pas n'importe laquelle, la bombe à hydrogène, qui vaut plus que 2 fois ou 3 fois même la bombe atomique larguée par les États-Unis au Japon en 1945 à Nagasaki et Hiroshima. Donc vous savez, dans tout cela, l'armée ou le niveau de l'armement constitue un facteur géopolitique pour les nations. Et que depuis tout ce temps, ce sont les États-Unis, c'est aussi l'URSS qui étaient des grandes nations en termes d'armes nucléaires.
Et les États-Unis d'ailleurs sont le seul pays à avoir utilisé cette arme nucléaire. Les autres les ont, mais ils ne les ont jamais utilisés, sauf que par leurs essais souterrains d'ailleurs, on sait évaluer cette puissance. Parce que de par même le séisme que ça provoque, il y a des séismes là qui dépassent même l'échelle de Richter. Je crois qu'il faut comprendre ça pour le moment. La Corée du Nord constitue d'abord une menace pour la Corée du Sud. La Corée du Sud, qui est une nation amie aux États-Unis. Et vous savez très bien que quand les deux Corées se sont séparées autrefois, en 1948, si je ne m'abuse, la Corée du Nord a été occupée par l'URSS et la Corée URSS qui a disparu aujourd'hui et que c'est aujourd'hui la Russie qui a repris tout l'armement atomique de l'ancienne URSS et la Corée du Sud a été occupée par les États-Unis. Et les États-Unis sont toujours là aux côtés de la Corée du Sud. Donc, si la Corée se dote d'une arme nucléaire, c'est d'abord une menace pour le Coréen du Sud, qui sont les alliés des États-Unis. Et le fait aujourd'hui que la Corée est en train de se doter de missiles balistiques d'une portée de plus de 3000 km, je crois qu'ils peuvent atteindre facilement les États-Unis. Et vous savez bien que on peut toujours équiper ces missiles-là de l'arme atomique. Cela voudrait dire que même les États-Unis deviennent à la portée de la Corée du Nord. Alors, parlons un peu du président Donald Trump. Devant la tribune des Nations Unies, avait déclaré qu'il va faire disparaître la Corée du Nord de la carte du monde. Alors, après la menace de Trump devant l'Assemblée générale des Nations Unies, après avoir survolé 6 avions l'espace nord-coréen, le porte-parole de la Maison-Blanche vient de recadrer les débats en disant que Trump n'avait pas dit faire disparaître la Corée du Nord de la carte du monde. Et les États-Unis ont peur de la Corée du Nord ou comment? Et comment jugez-vous cela? Bon, je crois qu'il faut mettre tout cela sur le compte de l'escalade verbale entre les deux nations par le biais de leurs leaders. D'un côté, Kim Jong-un et de l'autre côté, Donald Trump. Et vous vous rappelez que Donald Trump, que ce soit pendant sa campagne électorale, tout comme dans son discours d'investiture, il a dit qu'il faut faire tout pour que les États-Unis redeviennent une grande puissance. Il dit make USA great. Donc il faut faire des États-Unis une grande puissance. Alors, mais vous savez, aujourd'hui, dans ce monde où il y a maintenant multipolarité, donc il n'y a plus une puissance qui domine, il y a des puissances émergentes d'ailleurs sur le plan économique, il y a aussi des puissances émergentes sur le plan militaire. Toutes ces nations qui ne veulent pas subir les diktats des autres et qui veulent aussi s'affirmer sur l'échiquier international, usent de tous les moyens à leur portée pour pouvoir le faire, pour pouvoir s'affirmer. Je crois que c'est le cas de la Corée du Nord, qui sur le plan économique a beaucoup de difficultés, mais je crois qu'elle se sert d'un autre facteur géopolitique, comme je venais de le dire, donc la force de frappe, la force de son armée pour pouvoir se faire prévaloir auprès des autres. Alors le ministre des Affaires étrangères nord-coréen a traité Trump d'un voyou et le président Mugabe de la Zimbabwe compare Donald Trump à Hitler.
Pourquoi tout cela? Bon, je crois que c'est entre la Corée du Nord et les États-Unis, comme je venais de le dire. Je crois qu'il faut voir même les contextes de la région de l'Asie où se trouve la Corée du Nord. Vous avez la Corée du Nord qui est voisine de la Chine, qui est aussi une puissance nucléaire. Pas autant peut-être que les États-Unis et la Russie, mais c'est quand même une puissance nucléaire. Et non loin de là, vous avez le Japon qui avait toujours constitué une menace avant qu'il soit attaqué par les États-Unis en 1945. Le Japonais avait toujours constitué une menace pour le pays de cette région-là. Vous vous rappellerez la bataille de Mandchourie, si on revient un peu à l'histoire. Vous savez que les Chinois avaient perdu devant les Japonais et la Russie même avait perdu devant les Japonais en 1910 déjà. C'est ainsi que même les Japonais étaient parvenus à annexer la Corée en son temps. C'est avec l'attaque des États-Unis avec la bombe atomique en 1945 qui a fait les Japon capitule et que la Corée se reconstitue. Mais elle s'est reconstituée pour quelques temps parce que 3 ans plus tard, il y a eu cette bataille, il y a eu cette séparation et puis par après, il y a eu aussi la guerre de la Corée où la Corée du Nord voulait envahir la Corée du Sud et elle avait même envahi, mais avec l'intervention américaine, les deux nations aujourd'hui sont restées dans l'espace, dans leur espace depuis 1948. Donc vous comprenez qu'il y a dans cette région un problème crucial d'existence de ces nations-là. Donc pour cela, pour compter, pour exister, il faut être fort, il faut avoir des armes redoutables. C'est le cas de la Corée du Nord. Donc je crois que ce n'est pas n'importe qui peut attaquer la Corée du Nord aujourd'hui, parce que la Corée du Nord peut aussi faire très mal. Elle s'est dotée d'une arme atomique. Elle a même l'ambition de s'acquérir d'une arme sophistiquée, qui est la bombe atomique que les Américains avaient larguée en 1945 au Japon. Donc, et la montée en puissance, je voudrais dire, sur le plan militaire de la Corée, ne peut qu'inquiéter aussi les autres États, comme les États-Unis. Donc c'est pourquoi il y a cette escalade-là. Il y a cette escalade. Alors, après les discours de Donald Trump, il a fait survoler ses avions de guerre à l'espace nord-coréen. Pourquoi tout cela? Bon, ça participe de la politique du muscle. C'est-à-dire que pour chacun bombe un peu ses biceps de son côté pour faire voir à l'autre que j'ai toujours quelque chose de plus et je peux faire mal. Et la Chine qui de temps en temps sont en train d'appeler au dialogue. Et ces pays-là même viennent de voter une résolution du Conseil de sécurité où décrétant certains embargos contre la Corée du Nord. C'est-à-dire que bien que politiquement, donc la Chine, la Russie soient avec la Corée du Nord, mais quelque part là aussi, je crois qu'ils sont en train de jouer pour limiter la force, la puissance de la Corée du Nord, parce que cela risque d'être dangereux et que ces pays-là risquent d'être difficiles à contenir dans un prochain avenir. Quittons l'histoire de la Corée du Nord et les États-Unis. Parlons à présent d'une autre confusion entre le président de la République française et son ancien chef d'état-major,
Pierre Davilliers. Regardez les images et on se retrouve tout juste après. Nommé à la tête des armées en 2014 par François Hollande, le général âgé de 61 ans est le frère de l'homme politique Philippe de Villiers. Il avait une longue expérience opérationnelle. Issu de la cavalerie, il était au Kosovo en 1999, en Afghanistan en 2004. Il était connu pour son franc-parler. La démission d'un chef d'état-major des armées est une première sous la Ve République. Les yeux dans les yeux et une poignée de main ferme. Le 14 juillet dernier, entre Emmanuel Macron et le général Pierre de Villiers, la tension est palpable. Ce sera la dernière apparition publique des deux hommes côte à côte. 5 jours plus tard, le général a pris sa décision. Il remet sa démission au président de la République. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. À l'Assemblée nationale ce matin, unanimité à gauche et à droite pour dénoncer la responsabilité d'Emmanuel Macron dans le départ du chef d'état-major des armées. C'est une erreur qui repose sur beaucoup d'irresponsabilité et beaucoup d'incompétence. Parce que derrière la démission du général de Villiers, il y a la volonté du pouvoir de désarmer l'État alors que nous sommes face à une menace maximale. Cette démission est en réalité l'aveu pour le chef de l'État de son incapacité, à ce stade, à nourrir une confiance vis-à-vis d'une population militaire qui a besoin de cette confiance pour pouvoir travailler sereinement. Ironiquement, Benoît Hamon parle même d'un nouveau chef-d'œuvre d'Emmanuel Macron. Beaucoup de députés critiquent notamment la façon dont le président de la République avait recadré le général de Villiers pour des propos tenus à huis clos devant une commission parlementaire. Il n'a pas à être recadré par le chef de l'État, à moins qu'on voit là une conception jupitérienne, une fois de plus, d'un personnage qui se prend pour un monarque et qui pense que même face à une représentation parlementaire, celui qui est chef des armées ne peut plus s'exprimer librement devant les députés. Le Front National, lui, va encore plus loin. Marine Le Pen dénonçant le rétablissement, selon elle, du crime de lèse-majesté. Macron a fait un très mauvais choix. Il a en plus humilié un grand soldat devant ses hommes et il a fait un choix dangereux pour notre sécurité collective et pour nos soldats. Seul groupe à ne pas s'exprimer ce matin, La République en marche. Pour la majorité présidentielle, la démission du général de Villiers n'est pas un sujet sur lequel prendre position. Merci des retours sur ce plateau. Monsieur Moïse, vous venez là de regarder les images de la démission d'un chef d'état-major. Avez-vous fait une analyse? Bon, écoutez, je pense plutôt qu'il y a là, dans ce feuilleton, le président Macron, général de Villiers, presque en filigrane un problème de leadership dans ce sens que je crois que quelque part de Villiers qui a une idée de ce que doit être l'armée de la France a peut-être oublié que c'est lui qui fait la politique de la défense de la France. C'est lui qui est chef des armées en France, c'est Macron. Et que Macron a eu à faire une campagne électorale, il a eu à avoir un programme politique qui incluait bien sûr l'aspect de la défense nationale de la France et l'aspect de la défense de la vision extérieure de la France aussi, notamment sur le plan de la défense. Tout ça, ça fait partie de l'agenda politique d'Emmanuel Macron et Macron a l'obligation de résultats, c'est-à-dire arriver à réaliser ce qu'il a promis aux Français, et Macron ne pouvait pas accepter la petite gueule de son général. Et je crois qu'il avait même annoncé dans sa campagne de revoir un peu le budget
militaire de la France à la baisse, ce qui n'était pas du goût du général de Villiers qui, dans sa vision d'une armée pour la France, trouvait qu'il y avait plutôt intérêt de voir à la hausse ce budget militaire. La France, qui sont des pays civilisés, où l'armée a des limites parce que l'armée est sous l'autorité des autorités civiles, qui est démissionné pour éviter un prochain couac avec le président de la République qui est le chef des forces armées. Or, est-ce que le chef d'état-major a le droit de discuter pour les budgets ou c'est au ministre de la Défense? Bon, le ministre de la Défense, c'est celui-là qui applique la politique de la défense définie par le chef de l'État ou définie par le gouvernement. Mais cette politique est élaborée de concert avec l'armée pour élaborer cette politique de la défense. Mais les militaires n'apparaissent pas donc sur la scène, mais ils jouent quand même, ils jouent en coulisses pour la définition de cette politique de la défense. Mais l'armée étant muette, ce n'est pas sur la place publique qu'ils peuvent venir porter la contradiction s'il y a avec le pouvoir politique. Cela peut se faire dans d'autres contextes. Je crois que la tradition française doit prévoir tout cela parce que il y a quand même des instances où l'armée, où le gouvernement et l'armée, y compris d'autres institutions, se rencontrent pour parler de la République. Donc je crois que ce coup de tête du général de Villiers, même si il avait raison, je ne sais pas le dire, sort quand même de l'ordinaire. Sort quand même de l'ordinaire et faisait en sorte que l'armée devienne presque le concurrent du pouvoir de l'autorité civile. Donc voilà, je pense que ce n'était pas utile pour la France. Est-ce que la démission de Pierre de Villiers peut fragiliser l'armée française? Non, pas du tout, pas du tout. Dans la mesure où la France ne compte pas comme seul militaire valable, le général de Villiers. Il y a d'autres militaires valables. Il faut dire que l'organisation des choses dans ce pays-là, ce n'est pas comme chez nous, où les postes de responsabilité sont clientélisés. Non, je crois que les postes là-bas se méritent et que le général de Villiers, autour de lui, il avait des experts et des techniciens comme lui valables pour les remplacer. Prenons le cas où, naturellement, par exemple, le général de Villiers serait décédé. Donc, l'armée française n'allait pas mourir avec son décès. Donc, je ne pense pas que ça fragilise, ça ne peut pas fragiliser l'armée française, mais il faut dire tout de même que c'est un signal que quelque chose cloche ou a cloché et que le responsable, le dirigeant français, militaire comme civil, sont
assez responsable pour pouvoir régler ce genre d'incident. Alors, comme le temps nous fait défaut, M. Moïse, avant de vous laisser partir, je ne sais pas si cela sera possible que vous nous expliquiez cette phrase. Je considère de ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. C'est le message que Pierre Davilliers et Desvilliers... C'est-à-dire que le général Desvilliers, en tant que technicien, en tant que stratège, et ceci, en tant qu'observateur dans le monde et consort, s'est fait une idée d'une armée une armée que doit avoir la France. Mais je pense que malheureusement, son idée à lui n'a pas rencontré celle du président de la République. Alors, donc ça veut dire qu'il y a deux modèles d'armée. Donc, en l'air, il y a les modèles de l'armée dont rêve Macron. Il y a aussi les modèles d'armée dont rêvait le général Desvilliers, qui n'étaient pas peut-être compatibles. Alors, en ce moment-là, Desvilliers n'avait plus de choix que laisser le président de la République continuer. Donc, sa déclaration ne fait que confirmer ce que j'avais dit précédemment. Voilà, merci mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Monsieur Moïse Moussangana, merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La dernière fois, on aura encore besoin de vous pour... Je vous l'ai dit que c'est moi qui vous remercie et je ne ménagerai aucun effort pour répondre à votre sollicitation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette page Regard extérieur. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur les antennes des Canal Congo Télévision. Au revoir.